bienvenue dans ce webinaire sur les émotions et le parcours client et on verra en quoi ça peut être un duo magique pour se différencier. Alors pour ce webinaire qui va durer à peu près 1 heure, on a un beau panel d'intervenants et d'intervenantes. Donc on aura Estelle Perry qui est VP qualité et satisfaction pour Renault Mobilize. Ensuite nous aurons Enguerrand Léger qui est cofondateur de Gens de Confiance et La Grande Table. Mon compère Charles Cargaravat, The American, qui va nous présenter un petit peu ses retours d'expérience au niveau de la visio-assistance. Et moi-même, Frédéric Cadevet, je vous parlerai un petit peu de ce qu'on fait chez nos clients au niveau des émotions. Donc, au cours de cette heure, on va bien sûr faire un petit rappel de qui nous sommes, ce qui nous permettra de savoir dans quel secteur on va donner nos exemples et ce qu'on propose en fait à nos clients en termes de parcours client et d'émotions. Ensuite, on verra dans une première partie, Charles nous rappellera, mais qu'est-ce que c'est que les émotions, pourquoi c'est important, le contexte, et on posera quelques petites questions. Nous verrons ensuite comment intégrer les émotions dans les parcours clients, puis comment on va jouer un maximum sur le rôle des équipes pour créer des émotions positives chez nos clients. Et à la fin, on se posera peut-être une question, c'est est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider à gérer les émotions des clients et même à créer de l'émotion? Voilà. Et comme je le disais, vous pourrez poser vos questions tout de suite en live ou alors à la fin, on les prendra durant une session de questions-réponses. Alors, je voulais commencer par un petit sondage. C'est vrai qu'avec Charles, on s'est dit, voilà, quelle est l'émotion qui influence le plus la fidélité? Là, je crois que vous avez déjà commencé à y répondre. Donc, il y avait 5 options, je crois. Ouais, Fred, là c'était vraiment un souhait de voir, d'être plutôt interactif avec vous à la maison, bien comprendre, est-ce que vous savez, côté émotion, qu'est-ce qui est le plus important pour fidéliser les clients? Bonne nouvelle, on va revenir sur ça après. Alors, si vous pouvez répondre maintenant, n'hésitez pas, on veut votre avis. Ouais, on est déjà 65 en ligne et on a déjà, je pense, une cinquantaine de réponses. Donc là, il y a en particulier, numéro 1, 52%, se sentir valorisé et respecté, qui est numéro 1. Ensuite, numéro 2, se sentir rassuré. Donc, on est vraiment sur des émotions très, comment dire, pas très fortes, mais plutôt sur les basiques. Ensuite, on arrive sur se sentir agréablement surpris, se sentir satisfait, qui est juste derrière, et en avant-dernier, se sentir heureux, et autre, qui est dans les derniers. Donc, c'est assez surprenant, mais peut-être que c'est en phase avec le sondage que tu nous partageras tout à l'heure, mon cher Charles. On verra, on sait que nous, déjà, on est heureux. Allez, c'est parti. Je vais afficher les résultats pour ceux qui sont ici et vous pourrez les consulter. Alors, avant de commencer donc, le webinaire, c'est quand même important de présenter nos speakers. Alors, Estelle, je te laisse te présenter et présenter Renault Mobilize. Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Moi, Estelle Perry, je suis vice-présidente qualité et satisfaction client au sein de la marque Renault, mais je suis en charge de la marque Mobilize. La marque Mobilize, c'est la 4e marque du groupe et qui est dédiée au service. Et je suis également, alors peut-être que quelques-uns d'entre vous me connaissent, parce que je suis quand même depuis maintenant presque 20 ans à l'Agora, des directeurs de l'expérience client et surtout membre du comité de pilotage parisien depuis maintenant un peu plus de 4 ans. Et j'ai eu l'occasion d'intervenir sur un sujet qu'on évoquera un petit peu plus tard, qui est le métaverse dans l'expérience client. Ouais. Voilà pour ma partie. C'est vrai que l'Agora fait vraiment beaucoup de choses pour améliorer l'expérience client au sens large, à la fois avec des clubs régionaux. Là, on voit Lille, Paris, Lyon, mais également des événements un peu plus larges, comme il y a eu le CX World Summit. Et il n'y a pas longtemps, il y a eu le gala de l'Agora aussi. Le fameux gala. Et effectivement, je pense que ce qui est important de retenir, c'est que c'est une communauté et qu'on a tous à cœur de faire vivre des expériences et de partager des thèmes. Donc, j'en profite aussi pour dire que la richesse, elle vient de nous tous et que nous, au niveau du comité de pilotage, on est toujours très intéressés pour partager les visions de tous et de trouver des thèmes. Donc là, on est en train de boucler les thèmes de l'année à venir, mais n'hésitez pas, quand il y a des sujets qui vous passionnent, de nous les faire savoir. Et nous, on ira chercher des intervenants de qualité pour vous faire des très belles animations sur notre thème qui nous passionne tant, parce qu'on est en train de parler d'émotions quand même. C'est tout à fait vrai. Alors, Enguerrand, je te laisse présenter Gens de Confiance et La Grande Table. Bienvenue tout le monde. Alors, Gens de Confiance, c'est une plateforme de petites annonces. Je pense que vous connaissez le numéro 1 qui est Le Bon Coin. Nous faisons exactement la même chose. La différence près, c'est qu'il faut être parrainé pour accéder aux annonces. Alors, pourquoi on a fait ce choix? C'est qu'on a voulu mettre tous les problèmes d'arnaqueurs ou d'incivilité à l'extérieur. Voilà, comme ça, on n'a pas besoin de les gérer. Elles restent tout de suite à l'extérieur, ce qui veut dire que
Tout est dans le nom. Il n'y a que des gens de confiance qui sont parrainés. Et la grande table, ça c'est une petite nouveauté que j'ai lancée il y a 1 an, suite au Covid, suite à un peu à un changement d'entropie, de civilisation. On est de plus en plus écartelé, très numérisé, et le lien humain se fait de moins en moins. Et l'idée de la grande table, c'est d'organiser des dîners entre inconnus. Voilà c'est assez original. C'est vrai que ça permet en fait, dans un monde qui est très digitalisé, où les gens se connaissent moins, de pouvoir enfin se rencontrer. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Alors, Charles, toi, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est qu'Apizzi? Oui, bonjour tout le monde, Charles Kagarvat, je suis CMO chez Apizzi. Apizzi, c'est quoi? C'est une solution de engagement visuel pour tous les moments complexes de la relation client, quand il y a une urgence, quand il y a du stress. Apizzi est là pour assurer que vous aidez vos clients correctement. Alors, vous vous dites peut-être, c'est quoi engagement visuel? C'est des appels vidéo, c'est le partage d'écran, c'est du co-browsing, c'est de l'IA visuel, tout ça pour assurer que d'une façon rapide, vous permettez de voir ce que vos clients voient. Et dans ces moments de stress et de complexité dans la relation client, le problème est réglé du premier coup. Apizzi, on bosse avec 20% du CAC 40. C'est une solution 100% française. Alors, on parle beaucoup de souveraineté et c'est un peu notre force. Et pourquoi tout ça, c'est important? Forcément, on parle beaucoup d'IA et on va parler d'IA après. Fred, si tu peux passer la slide parce que je n'ai pas la main. Pourquoi c'est important tout ça? Je parle d'expérience client en 2026. Je vous donne 3 stats. La première, c'est 75% des gens disent ouvertement qu'ils préfèrent parler à un humain plutôt que de faire de l'IA ou parler à un bot. 81% même disent qu'ils vont préfèrent attendre que parler à de l'IA, et c'est 87% qui disent que l'humain n'est pas remplaçable. On travaille forcément avec des entreprises de grande taille, mais aussi des tailles plus petites. Ce qui est le focus, c'est vraiment les outcomes, le ROI que nos clients trouvent. Forcément, quand on fait ça, il y a de la satisfaction client. Il y a aussi, on évite des déplacements parce qu'on n'a pas besoin d'aller sur le site. On voit des entreprises comme Fnac Darty qui ont une satisfaction quasiment de 100% quand ils utilisent la visio. On parle de dépannage à Kiloutou et c'est des dépannages beaucoup plus rapides. On voit qu'un Bouygues Télécom arrive à régler ce score de premier appel plus rapidement. Et on aime beaucoup sur un contexte qu'on vit actuellement, si on peut réduire notre impact carbone, on aime bien le faire, surtout au niveau entreprise. Et on voit ça pour des entreprises comme Burger King qui évitent 50% de leurs déplacements grâce à Apizzi. Okay. Merci pour toutes ces informations sur Apizzi. Apizzi est bien sûr le partenaire technologique de la visio d'Eloquent. Donc Eloquent, on est éditeur de solutions de centre de contact et d'enquête de satisfaction client et collaborateurs. On gère un demi-milliard d'interactions, dont de la visio bien entendu, et pas que de la visio, puisqu'on peut faire de la prise en main à distance aussi avec Apizzi, et on propose ça par exemple à certains de nos clients qui, justement, des clients qui n'arrivent pas à utiliser un écran, et donc c'est vrai que là c'est très utile. On gère 150 millions d'enquêtes de satisfaction, et donc on a une solution multicanale, à la fois du traditionnel avec le téléphone, le chat, etc., mais également du chatbot, du callbot et de l'analyse des conversations téléphoniques. C'est un petit peu ce qu'on verra un peu sur cette partie IA à la fin. Et on a plein de clients dans plein de secteurs d'activité. Alors, la première question, mon cher Charles, c'était comment faire vivre une émotion dans la relation client. Et je crois que tu nous as prévu quelques exemples. Ouais. Juste, si on revient sur ça, Fred, sur la slide d'avant, pour moi, forcément, je pense qu'on prend votre temps, c'est fin de mois de juin, vous préparez peut-être déjà des vacances, c'est peut-être la fin du quarter, il y a plein de choses à faire. Et avec Fred, on avait vraiment ce souhait de partager des choses concrètes. Je pense qu'on va le faire aujourd'hui, mais quand on parle d'émotion dans la relation client, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que c'est important? Comment on fait? Quelles sont les émotions qu'on peut vivre? Parfois, on va dire, si on est simple, on va dire content, pas content, mais pourquoi c'est important? Alors, je vais vous partager quelques stats et après, on va ouvrir le débat avec nos invités. Qu'est-ce qui se passe au niveau émotion? Et je vais faire mon américain, je vais être focus sur le positif pour commencer. Sur les émotions positives, qu'est-ce qui s'est passé sur le temps? Un espace-temps de 7 ans. C'est une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, en 2025. Et qu'est-ce qu'on voit?
qu'est-ce qu'on voit? C'est pas très positif. C'est sur des 8 interactions. Et on va dire, ces 8 interactions, c'est peut-être des choses qu'on a fait nous-mêmes récemment. C'est un achat d'automobile. Estelle, je te regarde. Recherche d'assurance, une assistance technique, une erreur de facturation, une configuration d'un appareil. Tout ça, on le sent déjà et on voit les émotions positives dans ces moments reculent énormément. Premièrement, on voit le bonheur, oh la vache, a reculé sur 7 ans, 9 points. Le soulagement a reculé aussi de 9 points. Enthousiasme, moins 6. La confiance, moins 4. Il fallait au moins, il y a quelque chose qui augmente. On voit confusion, colère et inquiétude, chacun augmenté de 1 point. Écoutez, c'est pas top, mais on va vous aider à trouver des choses positives. Je veux revenir peut-être, alors on a fait cette petite question avant, Fred. Le sondage d'interaction. Ouais, le sondage, et je pense que les gens peut-être sont très très forts. Juste rappeler qu'est-ce que les gens ont dit. Alors, se sentir valorisé, respecté, 51%, se sentir rassuré, deuxième, 42%. Ouais. Alors, quelle émotion influence le plus la fidélité client? Nos invités, plus que nos invités, les gens qui nous écoutent sont très très forts parce qu'ils ont dit sentir valorisé et respecté en premier. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est ça que les clients entendent et on va voir ça juste après. Ouais, les émotions qui génèrent plus de fidélité. Valoriser, apprécier et respecter. C'est ça que nos clients attendent le plus pour les fidéliser. Et je ne suis pas sûr que quand on crée, on cherche peut-être, quand on demande, le client il est content ou il n'est pas content? Oh, il est heureux. Mais est-ce que le client se sent valorisé, apprécié et respecté? Et c'est ça la démarche de dire, tiens, on sait qu'on a des parcours clients où l'émotion est omniprésente. Comment on fait pour transformer peut-être ces frustrations, le côté déçu, et le transformer en des clients qui se sentent valorisés? Pas évident, mais ça doit être une priorité. Surtout, on verra après par la suite des choses en plus. Je veux peut-être, on avait des questions pour nos invités, Fred. Ouais. Et peut-être, je vois Estelle là. Alors peut-être, on va poser les questions à Estelle. C'est l'automobile qui t'a inspiré, c'est ça? Qu'est-ce que ça signifie réellement faire vivre une émotion en relation client? Alors, c'est vrai que par rapport aux résultats du sondage, moi, je suis complètement alignée. Et juste avant de répondre à ta question, il y a un sujet aussi que je trouve hyper important, en tous les cas, moi, dans la manière dont je construis les parcours de la satisfaction client de l'ensemble de la marque. Alors nous, c'est la marque Mobilize. La difficulté, c'est qu'on nous ramène souvent à Renault et que nos Mobilize, on fait tout sauf des voitures. Tu vois. Donc, le sujet, c'est aussi comment tu rends autonome ton client et ton collaborateur en symétrie pour éviter d'aller engendrer de la frustration derrière quand il y a malheureusement un incident ou une incompréhension. Et pour moi, faire vivre une émotion en relation client, c'est déjà s'assurer que l'ensemble du processus est simple. Et on a ce travers, je trouve bien souvent, en tout cas ça fait maintenant 25 ans que je suis dans le métier, de vouloir se rassurer tout le monde à afficher des processus. Et plus tu crées des processus, plus tu complexifies. Plus tu en oublies la simplicité qui a le don d'agacer les clients, puisque le collaborateur, quand il va être devant une difficulté, une frustration, va nous sortir le fameux « oui, mais c'est le process ». Et on revient sur exactement à l'émotion que tu viens de citer, pour faire la boucle avec ce que tu viens de dire, qui est la frustration et le besoin d'être rassuré. Et je pense qu'en fait, systématiquement, on prend les sujets à l'envers. On est dans une culture aussi d'entreprise de vouloir processer tout. Et t'en viens même aujourd'hui à processer des processus pour l'ensemble du parcours, et on parle de mapping, etc. Je pense que pour faire vivre une émotion en relation client, il faut revenir à des fondamentaux assez basiques. Et moi, il y a un thème que j'aborde de plus en plus souvent, qui est le plaisir et l'émerveillement. Et l'émerveillement, ça peut être aussi un sujet d'ancrage pour plus tard et de fidélisation, si on en revient aussi au thème de la journée. Et c'est vrai que ce sujet de plaisir et d'émerveillement, il est aujourd'hui bien relayé, loin derrière les sujets de frustration. Et je pense que tant qu'on commencera... Alors évidemment, il faut gommer tous les irritants, mais on en parle depuis des années. Je sais que Frédéric intervient depuis longtemps sur ces sujets-là. Mais si en tous les cas, on avait l'opportunité par nos métiers de pouvoir reconstruire des parcours, je pense qu'il faut s'inspirer simplement de nos émotions de la vie de tous les jours. C'est vrai. Répondu, voilà.
Avant de rentrer dans le cœur de comment tu peux appréhender ça dans des métiers, parce qu'on reste quand même avec des ROI et avec des KPI à piloter. Ouais, c'est totalement clair. Enguerrand, peut-être tu as un avis sur tout ça. Qu'est-ce que cela signifie, faire vivre l'émotion en relation client? Et les personnes qui nous écoutent, il y a la question dans le chat aussi. Si vous avez une idée, n'hésitez pas. Déjà, moi je trouve que bravo pour le sondage parce que la première réponse, celle qui ressort, c'est celle que j'aurais votée. Moi, je fais avant un petit saut, un petit peu avant. Émotion, c'est humain. On ne peut pas parler d'émotion sans parler d'humain. Et en fait, on parle de client. Et la meilleure chose qui caractérise un client, bah, c'est l'émotion. Donc, on ne peut pas parler de client si on lui retire tout de suite l'émotion. Donc, c'est difficile de dire j'ai des clients si on met de côté le fait qu'il ait des émotions. Alors, une fois qu'on a compris qu'un client peut avoir des émotions, bah, comment on va s'en occuper? Alors, moi, c'est un peu particulier. Nous, chez Gens de Confiance, donc c'est une plateforme numérique, et l'émotion, on la travaille au moment où le membre prend contact avec nous via le service client. Alors, effectivement, on peut le faire aussi à travers le site, on peut le faire à travers un parcours client, mais ce dont on sait, c'est que l'émotion étant humaine, c'est une des raisons pour lesquelles un humain cherche le contact d'un humain. Je peux avoir effectivement de l'émotion en écoutant une belle musique, toutes ces choses-là, peu importe. Si j'ai une émotion extrêmement forte, ou même, on va dire, simple, qui, mieux qu'un humain, avec qui je peux échanger. Voilà. Donc, nous, on travaille, mon expérience, c'est plutôt de travailler l'émotion quand le client, alors nous, c'est des membres, chez Gens de Confiance, prend contact avec nous. Ouais. Et je trouve assez intéressant parce que c'est ce qu'on discutait tout à l'heure. Quand je me suis inscrit sur la plateforme La Grande Table, j'ai reçu un email de toi juste après. Enfin, de toi. C'était bien Enguerrand Léger qui m'a envoyé un message avec un look qui était un email personnel. Comme c'est pas de fioriture, pas d'HTML. Tu me disais bienvenue dans La Grande Table. Qu'est-ce que tu veux savoir? Et c'était une question ouverte. Ça m'a un petit peu étonné. Ça m'a généré un peu d'émotion. Ah, waouh, c'est un peu étonnant. Il y avait ton numéro de téléphone mobile, c'était comme si tu m'avais envoyé un email derrière. Alors, je me doute bien que ce n'est pas toi qui fais les envois manuels, mais je trouve que ça fait une émotion, comme tu disais, de créer du lien entre nous. Et je me disais, ah ouais, c'est pas comme les autres plateformes, parce qu'il y a quelqu'un qui disait dans le chat, ça fait que depuis 15 ans que ça existe les sites de sortie entre amis, etc. Et sauf que là, c'est cette proximité que tu as créée dès le premier message, dès le premier contact avec la grande table. Oui, tout à fait. En fait, la relation humaine, si on veut une relation humaine, il faut accepter de prendre des risques. Je veux ajouter quelque chose parce que je trouve intéressant ce que vous dites. Et il y a aussi un phénomène de société. On parle, les gens sont à la recherche de l'humain. Et il y a un contexte qui fait qu'on n'a jamais été au sein d'une société où les gens se sentent aussi seuls. Et c'est possible quand ils contactent un relation client, ils parlent peut-être au téléphone, ils font une visio, c'est peut-être une des seuls contacts humains qu'ils vont avoir de la journée. Il faut imaginer qu'est-ce que ça veut dire. On est dans un monde très digital, le numérique est partout et on parle rarement aux gens et une conversation qui peut durer 10 minutes dans un moment de stress ou de colère, tout d'un coup, on a une chance incroyable de dire que l'émotion sera là et peut-être c'est un des seuls moments de la journée qu'on aura une interaction avec de l'émotion et de l'humain. Alors, j'aimerais comprendre peut-être quel mécanisme doit-on déployer. Alors, Fred rentre dans la danse aussi, mais Estelle, peut-être… Ouais. Alors, je rebondirais justement avec ce que a dit Estelle. Ouais. Tu disais tout à l'heure, c'est la simplicité qui est importante. Et ça me rappelle en fait une discussion que j'ai eue il n'y a pas très longtemps avec Mathieu de Malakoff Humanis et qui me disait qu'eux, ils mesuraient non pas le CES, Customer Effort Score, l'effort du client pour faire une action, ils ne mesuraient pas forcément le CSAT, la satisfaction, mais ils mesuraient le Net Easy Score, c'est-à-dire la simplicité d'échanger avec une marque, parce qu'ils me disaient que moi, en fait, je me suis aperçu que dans les études, ce qui faisait vraiment la différence, c'était la simplicité. Et si on était à la recherche de la simplicité dans les process, dans tout, et ben en fait, ça permettait d'aller améliorer justement la satisfaction des gens et leur fidélité envers la marque.
Alors, je te laisse peut-être répondre, Estelle. J'ai juste rebondi sur ce que tu disais tout à l'heure. Non, mais en tous les cas, moi, c'est cette vision-là que je porte depuis de nombreuses années. Là, j'ai eu la chance quand même depuis 4 ans d'être à la création d'une nouvelle marque. Donc, de ne pas finalement s'engager vraiment s'engager dans une voie qui est nouvelle. Et je pense ce qui est vraiment très important également, c'est de laisser la liberté à nos collaborateurs qui sont un puits de savoir, d'aller échanger avec un client pour démystifier ses craintes. Souvent, on aborde les sujets alors là, tout à l'heure, tu disais avec une anecdote, les problèmes automobiles, etc. De toute façon, on ne peut pas s'en empêcher. Aujourd'hui, les softwares des voitures sont tellement compliqués qu'il y aura forcément un moment ou l'autre dans le parcours ce genre de sujet. Moi, j'ai la volonté en tous les cas que mes équipes soient déjà préparées et puissent acculturer aussi nos clients. Mais pour les acculturer, il faut que nous-mêmes, on les acculture sur des vocabulaires, sur des sujets qui peuvent générer des craintes à un client. Et lorsque tu les accompagnes et que tu échanges avec un client en amont, avec une totale simplicité, quelque part, ça démystifie déjà le fait que ça sera un gros problème, mais surtout, tu le rends autonome dans la résolution. Et ça, je pense que l'émotion, elle se crée aussi par ça, d'avoir une confiance en dire, voilà, on ne me cache pas les choses, on me dit que ça peut arriver, ou en tous les cas, moi, sur les sujets de charge électrique, j'entends encore tout ce week-end, généralement, toujours le même sujet concernant les craintes sur comment je fais, si je dois passer sur une voiture électrique, etc. Les sujets, c'est bien souvent la méconnaissance. Et on oublie dans les parcours clients, en fait, ce moment de peur que nos clients ont sur des sujets qu'ils ne connaissent pas. Et bien souvent, et je m'en suis rendu compte depuis de nombreuses années qui m'intéresse sur les nouveaux écosystèmes de mobilité, que nos collaborateurs eux-mêmes n'ont pas aujourd'hui les clés pour pouvoir répondre. Et donc, tout ça, ça nous crée une petite marmite de frustration qui fait qu'à la fin, on est à peu près assuré que ça nous fasse une petite bombinette. Voilà. Après, l'autre sujet, pour moi, c'est comment tu accompagnes tout le monde dans une expérience le plus en amont possible. Et on en revient sur les sujets de simplicité. On n'arrive pas dans une salle de réunion en disant, tiens, on va faire un processus simple. Je pense que le processus simple, il découle du bon sens. Et bien souvent, dans notre métier, on a 90% de nos réponses dans du bon sens. Voilà. Si j'ai répondu à ta question avant d'enchaîner sur les mécanismes. Ouais. Alors, peut-être qu'on peut passer maintenant justement aux mécanismes dans les parcours clients et savoir comment on va intégrer cette fameuse émotion. Et c'est vrai qu'en préparant cette intervention-là, Estelle, tu nous as justement mis en avant le fait de co-créer avec ses clients. Et ça, c'est ce que vous avez mis en place chez Renault Mobilize. Et en fait, c'est venu aussi d'un constat. Là, je viens d'en parler. Si on se repositionne 4 ou 5 ans en arrière, bon, le sujet des véhicules électriques arrive. Mais une fois que tu t'es dit, tu vas produire un véhicule électrique, il y a quand même tout le sujet de comment ça fonctionne, comment je vais faire. Et si. Et en tous les cas, moi qui est sur ce sujet de la mobilité, alors que ça soit la charge électrique ou la mobilité verte sans émission de CO2, quelle qu'elle soit, tu vois, nous on travaille sur les drones, sur les vélos, mais là si on prend l'exemple des voitures qui parle un peu plus à tout le monde, tu as quand même un nombre incalculable de questions de frustration. Et tu ne pourras jamais aller toucher une émotion positive de la part d'un client si déjà tu n'as pas levé ses freins. Ses freins, ses craintes. Moi, je vous dis assez régulièrement, mais ça a été encore le cas pendant quasiment tout le week-end, entre l'apéro du samedi soir et le barbecue du dimanche midi, où je passe mon temps à réexpliquer comment ça marche, le vocabulaire. Et je pense que dans ces cas-là, en tant que marque, on doit être agnostique de notre marque. On est face à un nouvel écosystème. Donc, il faut aller au-delà de vouloir vendre un produit ou un service. Il faut accompagner nos collaborateurs et les utilisateurs dans une expérience qui nous vale. Et si tu commences à entrer bille en tête dans un processus sans vouloir mesurer une satisfaction, voilà, tu as raté ton effet. Donc, comment on a réalisé, nous, les premières expérimentations au moment de la création de la marque, c'est en fait en créant des laboratoires. Et ce n'est pas un laboratoire client, c'est un laboratoire tout court, où on est tous, voilà, on est bêta-testeur, on est utilisateur, on a le droit à l'erreur, on crée des POC, on fait un pas, on fait un pas de côté, on prend le temps, mais surtout on l'explique et on accompagne des utilisateurs de demain. Alors, on imagine un nouveau monde, tu as un nouveau vocabulaire également à créer et tout ça, effectivement, ça prend du temps, mais il faut être aussi convaincu de la démarche que tu fais. Et assez rapidement, en général, on pose la question du coût du ROI. Mais je peux vous assurer que le temps consacré en avance de phase, il est 10 000 fois remboursé ensuite. Parce que ce sont tous les irritants et toutes les corrections de trajectoire où vous savez tous qu'on peut passer des heures dans des réunions inutiles.
que tu t'évites en ayant conçu correctement cette mécanique d'échange et de droit à l'erreur. Et quand un client est embarqué avec nous dans ces expériences, je peux vous assurer qu'à la sortie, il est 10 000 fois plus promoteur qu'une notation avec un 4 étoiles ou 5 étoiles. Ça, c'est le premier point. Donc, on l'a fait notamment sur la partie du lancement de la Mégane en première expérimentation. Et là, sur la partie itinérance, aujourd'hui, sur les activités de charge, nos collaborateurs sont bêta-testeurs au même titre que les clients. Moi-même, je suis utilisatrice de mes futures solutions. Et en tant que patron de la qualité, je ne certifie la mise en marche du produit que si je suis assurée qu'on a rempli un certain nombre d'exigences et que le produit apporte satisfaction et surtout qu'il n'est pas compliqué. Et moi, je mets tout le monde à contribution, mes voisins, la famille, etc. Et je pense que c'est vraiment hyper important qu'on intègre l'utilisation au cœur d'un processus. Souvent, c'est écrit dans des slides et après, tu le mets en œuvre. Donc, si tu commences bien en amont, et c'est l'effet des laboratoires qu'on utilise aujourd'hui, mais parce qu'aussi, on est dans un grand groupe et on a, je reconnais aussi, le moyen de pouvoir investir. Et je vous assure que ça corrige beaucoup, beaucoup d'erreurs ultérieures, le fait d'être en amont. Ouais, je pense qu'on parlera après de l'expérience en métaverse, pour lequel moi, je suis convaincue aussi d'aller sur ce chemin-là, mais ça fait maintenant plus de 25 ans que je suis dans le métier de la relation client. Je suis farouchement en train de défendre le fait que nos collaborateurs sont une mine d'informations. Donc, si tu les immerges en même titre que nos clients et que tout le monde soit humble et agnostique, ça nous fait gagner beaucoup, beaucoup de temps ensuite pour aller vers une émotion positive et pas la gestion d'une émotion de frustration. Ouais, c'est vrai. Et ça, ce que tu nous racontes là, c'est exactement ce que l'on voit dans la méthode Sprint de Jack Knapp, qui est un des collaborateurs de Google, qui a inventé une méthode pour mettre justement un produit en face de clients en 5 jours. Et en fait, c'est cette méthode Sprint où en une journée, tu décides un petit peu ce que tu vas faire. Ensuite, tu fais un prototype, tu le présentes au client et après, tu itères derrière. Et c'est avec ce que tu fais toi, avec tous les moyens de Renault, avec des labs, etc., on peut le mettre à dimension humaine avec cette fameuse méthode Sprint, qui est un bouquin que je vous recommande de lire, qui est assez intéressante, qui permet justement d'aller confronter son idée le plus tôt possible à la réalité et justement avoir ces vrais résultats de terrain sur la simplicité. Simplicité et bon sens. On en manque souvent. Alors, tu as un deuxième point à nous présenter, et là, qui est beaucoup plus techno, voilà. et qui, mais qu'on retrouve de plus en plus dans tout le cas, moi, l'ensemble de mon écosystème, jusqu'à nos essais de métaverse pour Mobilize dans l'environnement satisfaction client. Mais un exemple sympa qu'on avait échangé avec Frédéric est la réalité virtuelle dans ce processus. Alors, évidemment, on parle d'Alpine. Hein. On n'est pas sur des volumétries à grande échelle, mais Dacia vient de mettre en place également ces simulateurs. Donc là, on parle de simulation immersive. Hein. Donc, elle intègre l'utilisation vraiment au cœur des processus et ça permet surtout d'accompagner les clients dans leur choix et de permettre aux collaborateurs qui est juste à côté de vivre la même émotion au même moment que le client. Voilà, ils ont chacun la vision d'un essai d'une Alpine. Alors là, en l'occurrence, c'est une Alpine A110, mais ça peut être sur d'autres véhicules. Et de voir le comportement. Et c'est vrai que c'est toujours compliqué pour un client qui a imaginé surtout souvent, et c'est ainsi, c'est un rêve d'acquérir une Alpine. Donc, on va directement déjà dans l'émotion bien avant de passer la porte de l'atelier Alpine, parce qu'on ne parle même pas de concession. Sur Alpine, on est dans un univers complètement différent et personnalisé. Et entre l'imaginaire d'avoir vu cette voiture sur des affiches ou en petite voiture majorette et de se dire, voilà, je vais m'offrir une Alpine, c'est important aussi de pouvoir aller vers qu'est-ce qui va générer une émotion et mieux accompagner la décision. Donc, c'est un vrai processus de choix qui permet donc aux collaborateurs de comprendre et d'ancrer le client dans une émotion et de pouvoir également l'accompagner sur la personnalisation de sa voiture. C'est la manière dont il va ressentir les vibrations entre une Alpine GT ou une Alpine S, les niveaux de sport, etc. Donc, aller vraiment l'accompagner. Donc là, on est quand même sur une bulle assez financièrement, on est quand même sur un petit budget, mais derrière, ça s'accompagne jusqu'au bout de la livraison de la voiture où le client va voir les 2 coéquipiers qui vont lui assembler sa voiture dans l'atelier de Dieppe, la conception de la voiture, tout ça va être filmé. Et le client peut aller également à la fin dans l'atelier de Dieppe
récupérer son véhicule avec une personnalisation totale, essayer la voiture sur la piste d'essai. Enfin, on est dans l'ultra personnalisation, mais ce qui m'intéressait de vous dire, c'était qu'on ne décorrèle pas l'univers de la réalité virtuelle du réel. C'est qu'on a bien un collaborateur qui est en permanence avec le client tout au long de son parcours de simulation pour aller justement répondre le plus possible à l'émotion qu'il a ressentie au moment de cet essai. Donc ça, c'est pour le cas Alpine. Mais Dacia aujourd'hui, et on est sur un autre environnement de marque, met également en place des simulateurs pour pouvoir aller accompagner notamment les clients sur la complexité des softwares des voitures. Tout à l'heure, Charles, tu parlais du sujet automobile qui génère beaucoup de frustration. En fait, le sujet majeur, moi qui suis à la direction de la qualité, la problématique qu'on a principalement, c'est la complexité des softwares et des ADAS, qui sont quand même là pour la sécurité du véhicule, mais qui sont devenus dans un niveau de complexité qui génère beaucoup, beaucoup d'angoisse à nos clients. Donc, sur la partie, je dirais, immersive, moi, je pense qu'il faut démystifier aussi ça. Ce n'est pas à la place d'eux. Il faut vraiment dans mon métier. Et on le voit, vous avez des marques de luxe aujourd'hui, je ne vais pas les citer, mais notamment qui ont des systèmes de réalité virtuelle pour vous faire essayer les montres sur votre poignet sans vous faire déplacer. On a le cas également des sacs à main de luxe sur différents choix. Enfin, c'est quelque chose aujourd'hui qu'il faut ne pas craindre, mais simplement réfléchir à comment on l'intègre dans notre parcours pour aller chercher de l'émotion. Et le client, déjà, va se retrouver dans un niveau de confiance parce que si vous faites vivre au collaborateur la même émotion que lui, il va déjà gagner énormément de temps dans l'échange puisqu'ils auront vécu la même émotion en simultané. Et donc, ça va quelque part déjà ancrer l'émotion du client et surtout, finalement, établir un dialogue beaucoup plus simple et beaucoup plus facile entre le collaborateur et le client. Là, on a parlé d'acte d'achat, mais moi, je le vis également dans l'acte de réclamation. Je crois que tout à l'heure, dans tes exemples, tu avais une marque notamment qui l'utilise, je le sais, dans la résolution de SAV et des problématiques, avec des systèmes de LUNAT qui permet également d'avoir le visuel du client et le descriptif pour faire gagner énormément de temps sur la description du problème. Et ça, c'est une autre source de frustration, c'est le temps qu'un client met à expliquer dans son vocabulaire un souci et un collaborateur qui va lui reformuler avec les termes techniques que l'entreprise lui aura appliqués. Je vois Charles qui est assez d'accord. Si tu veux rebondir, c'est ce que je dis. Oui, tout à fait. C'est ce côté jargon. On ne parle pas la même langue et c'est parfois on voit des relations clients, des retours du terrain, c'est qu'on ne se comprenait pas. On a allumé Apizee, l'agent voyait ce qui se passait et le problème était réglé quasiment tout de suite parce qu'on parlait la même langue, parce qu'on voyait la même chose. Alors, tout à fait d'accord avec ça. C'est sûr qu'il y a une déconnexion à ce niveau-là parce que le client subit et ne sait pas bien expliquer dans les termes officiels qu'est-ce qui se passe. Alors, il y a un autre point dans le parcours client, et ça, c'est ce que tu avais évoqué en Guérand, rechercher le concept du beau. Alors, j'ai mis là en illustration un exemple qui me paraît assez caractéristique. Hein. C'est Apple qui est vraiment sur cette recherche du design, de la perfection. Toi aussi, quand tu es dans tes parcours clients, que ce soit sur la grande table ou que ce soit sur Gens de confiance, la recherche du beau est quelque chose qui est clé, justement, créer cette émotion en se disant « Waouh !» C'est vraiment quelque chose qui va créer de l'émotion, créer du lien dès le départ avec la personne, même comme on ne connaît pas le service. Hein, c'est ça ? Oui, tout à fait. L'émotion client, c'est une rencontre, c'est un dialogue. Mais il y a ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. Et ce qu'on ne dit pas, c'est énorme. Enfin, ça correspond, c'est un langage, le non-dit. Et dans le non-dit, on peut passer énormément de messages. Et ces messages-là, on va utiliser plusieurs sens. Alors, les yeux, l'ouïe, un peu tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a à portée de main et tout ce que le client, on peut lui donner. Je ne sais pas si on revient sur les voitures, typique l'odeur du neuf, à mon avis, c'est travaillé. Voilà. Oui, je te confirme. Mais même le parfum de la voiture est travaillé. Exactement. Le bruit de la voiture est travaillé. Voilà, et ça, c'est du non-dit. Mais on fait passer une émotion. Et donc, le beau, si vous voulez vraiment donner une émotion à votre client, travaillons d'abord le beau. Le beau, c'est presque plus de 60% du travail.
Alors, c'est quoi le beau pour toi chez Gens de Confiance ou dans la grande table? Parce que quand on voit le site, c'est vrai que c'est très bien designé, il y a une belle application. Tu m'as dit que ça doit être une notion d'exigence et que toi, tu étais parfois un peu, entre guillemets, chiant avec les équipes pour que ça soit vraiment beau. Ouais, bah, typique. Alors, nous, au niveau du service client, le beau, c'est une belle syntaxe, c'est un beau français, c'est une belle orthographe, c'est des beaux slides, enfin, dans le sens slide, c'est des belles couleurs, une belle mise en page, voilà, c'est le genre de choses qui, même si la réponse, elle est propre, elle est parfaite, elle est censée, si c'est pas bien mis en page, ça donne, quelque part, on perd des points. Voilà. Pareil, dans le parcours client, quand on cherche quelque chose, il faut que ça soit beau. Alors, on n'est pas obligé de porter le beau au pixel perfect de la photo que tu nous as montré avant, où j'imagine ils ont des équipes Apple de designers qui réfléchissent 5 ans sur un micron ou un pixel. Non, non. Le beau, c'est un univers. Donc, on peut se focaliser sur certaines choses, on ne peut pas tout faire. Mais tout ce qu'on fait, il faut aller chercher le beau. Voilà. Alors, le beau, les goûts et les couleurs, c'est propre à chacun, mais je crois que tout le monde peut être d'accord pour dire oui, ça c'est beau. Ça, c'est facile de se mettre d'accord sur quelque chose qui est beau. Et au pire, si on a un doute, ben, on va aller voir ses collaborateurs. On lui demande est-ce que c'est beau. Il dit oui, puis c'est bon. Alors justement, il y a Florence qui fait une très belle citation d'Hugo qui dit « La forme, c'est le fond qui remonte à la surface ». Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et Sophie qui nous dit « Mais sur les services, comment on transpose le beau? Comment tu ferais ça ?» Parce que justement, ton application, La Grande Table ou Gens de Confiance, c'est du service. Comment on fait, même au-delà du web? Parce que je sais que dans certaines chaînes de restauration, par exemple chez Paul ou d'autres, tu as la tenue qui compte, tu as le design, le logo. C'est avec toi, tu travailles beaucoup. Si on voit le logo, La Grande Table, il y a cette écriture un petit peu calligraphiée. Comment on fait pour faire du beau dans le service? Bah, si on reprend le sondage, c'est se sentir valorisé. Et on reprend cette phrase qu'on utilise souvent, le client est roi. Et en fait, je pense que c'est pas dans le sens, il est roi dans le sens monarchique. Ça veut dire qu'il est roi dans le sens, on va le servir, il est valorisé. Et pour valoriser quelqu'un, bah, je pense que les petites choses, c'est déjà lui montrer qu'il a de l'importance pour nous. Voilà. Et donc, bah, on se doit on en revient, la petite signature, le petit truc sympa, je suis bien habillé pour t'accueillir, je ne suis pas habillé, je ne peux pas. Voilà. Toutes ces choses-là, en fait, c'est l'humain discute et rencontre. Et pour ça, il faut donner les bonnes choses pour le faire. Je ne vais pas discuter avec quelqu'un qui sent mauvais. Je peux le faire, bien entendu, mais ça ne crée pas le bon climat. Et donc, une entreprise, une boîte doit créer au maximum le bon climat pour que la personne puisse se sentir valorisée et ait envie de rentrer dans la discussion ou ait envie de nouer un dialogue. Voilà. Et bah oui, effectivement, on a parlé de la petite odeur dans la voiture, mais c'est nous, dans nos mails, c'est typique, c'est la signature. J'espère avoir bien répondu à votre question. C'est merci de m'avoir adressé un message, même si le message est compliqué. C'est merci de nous l'avoir dit. Voilà, c'est tout le temps valorisé et en cherchant la valorisation, bah forcément on passe par le beau parce que comme je dis, c'est 60% du travail. Ouais, c'est vrai que le canal. Ouais, c'est vrai que tu me disais lors de la préparation que tu connaissais quelqu'un qui était avocat et qui faisait signer 90% de ses deals dans son bureau parce qu'il y avait le design, parce qu'il y avait l'ambiance, parce qu'il y avait les livres et tout ça. Il y avait vraiment quelque chose qui était créé. Et ça me rappelle ce qui se passe à la Maïf, qui est un de nos clients. La Maïf, en fait, a refondu totalement ses bureaux, ses agences pour en faire des espaces d'accueil. Et dans l'espace d'accueil, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tous les outils sur la prévention, les casques, les dispositifs de sécurité, tout ça. On n'est pas juste dans une simple agence, et là on parle vraiment du service, c'est pas une simple agence, on est vraiment dans un moment où on est de convivialité avec un espace agréable, le café, etc. etc. Donc rechercher le beau, c'est aussi donner cette ambiance cosy un petit peu, quoi.
Ouais, Fred, j'ai un avis sur tout ça parce qu'on parle de beau. C'est quoi le beau? Et ce qui est intéressant, je pense qu'on a tous un avis différent. Qu'est-ce qui est beau et pas beau? Et c'est génial. C'est hyper important qu'il n'y a pas une personne qui décide qu'est-ce qui est beau ou pas. On est juste dans un contexte, hein, on parle du beau dans la relation client. Les études nous montrent que grâce ou à cause de l'IA, tous les services clients répondent un peu de la même façon. Ils sont parfaits. Ils ont des réponses parfaites à chaque moment. Et ce qu'on voit, c'est des gens ne recherchent pas ça, Estelle le disait avant, recherchent une expérience. Alors, qu'est-ce que c'est le beau? Le beau, c'est le truc le plus puissant qu'on puisse avoir dans l'avenir. C'est des marques fortes. C'est le choix, c'est le souhait de partager et incarner quelque chose et le faire pour nos clients. Et c'est nos clients qui recherchent ça dans des expériences nouvelles ou des expériences où ils se sentent valorisés. C'est hyper important et c'est quelque chose qu'on peut travailler et c'est notre touche personnelle. Et je pense que chaque marque fait ça ou est capable de faire ça si elle le souhaite et qu'on ne soit pas complètement dominé par des réponses IA qui se ressemblent tous. Mais c'est vrai qu'en même temps, Guérand, tu me disais qu'il faut avoir un garant. Il faut être exigeant. Il faut le mettre dans la culture d'entreprise. Autrement, si ce n'est pas en amont de la conception, comme tu disais, Estelle, hein, tout ce qui est réalité virtuelle, le parcours client avec la personne qui va chercher sa voiture à Dieppe, qui rencontre les collaborateurs qui ont fabriqué sa voiture, si tu ne le prévois pas en amont et si tu n'as pas quelqu'un qui est assez exigeant, en fait, tu n'y arrives pas parce qu'en fait, tu seras pris par le quotidien et dire non, on n'a pas le temps, il faut qu'on avance, il faut qu'on sorte le produit, etc. Donc, il faut cette vision externe. Oui, puis il ne faut pas avoir peur. Je n'ai pas eu le temps de développer mon propos tout à l'heure, mais le dialogue, c'est prendre des risques. Je viens vers toi, donc forcément, je te montre mes forces et mes faiblesses. Donc forcément, tu peux me les redonner aussi. Et donc, je me mets dans une position où je peux être critiqué. Et donc, finalement, faire du beau, on peut très vite s'arrêter rapidement en se disant « je vais être critiqué, c'est pas bien ». Ou alors, je donne trop d'importance à mes clients, donc ils vont être trop exigeants et ça va encore me retomber dessus. Et il faut assumer ce risque. En fait, il faut le prendre. Effectivement, au début, ça fait mal, c'est compliqué, c'est difficile. Mais au bout d'un moment, on a cette exigence et on y arrive. Voilà. Et c'est pas grave d'éduquer ses clients à une exigence. Après tout, nous-mêmes, on peut s'éduquer à notre propre exigence. Voilà. Donc, c'est un apprentissage et ça fait peur. Mais quand on y arrive, on a du mal ensuite à descendre. Alors, c'est la petite phrase que j'utilise avec mes équipes, c'est facile de faire moins bien, c'est extrêmement compliqué de faire toujours mieux. Justement, ça résonne bien avec ce que nous dit Jean-Pierre. Il dit comment susciter des émotions positives et du beau dans les expériences clients intrinsèques négatives et stressantes, telles qu'une panne sur une autoroute ou un dégât des eaux chez soi. Et je pense que ça vient, mais vraiment, on ne s'est pas téléphoné. Non, mais... Jean-Pierre, tu es trop fort là de sortir cette question-là. Alors, Apizzi, et c'est parfait hein, dans ces moments extrêmement stressants, négatifs. J'ai parlé d'Apizzi avant, de complexité, de forte charge émotionnelle. Forcément, ça se retrouve dans plein de domaines d'activité, le retail, les bailleurs sociaux, dans le télécom, dans les utilities. Là, je vais vous parler dans le domaine de l'assurance. Ça répond à la question de Jean-Pierre. La réalité, c'est que dans le domaine de l'assurance, on n'appelle pas notre entreprise d'assurance tous les jours, on a autre chose à faire. La réalité, c'est très souvent, on les appelle une fois tous les 7 ans. Et quand on les appelle, c'est le moment du gros stress. Et actuellement, le inbound dans le domaine de l'assurance, 77% du temps, c'est au téléphone. Alors, on a un moment extrêmement stressant, complexe, il y a un truc qui se passe, j'ai vraiment besoin de l'aide. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et nous, chez Apizzi, on parle de cette expérience de l'augmenter avec la visio-assistance et de pouvoir clarifier, rassurer, améliorer l'expérience et avoir ce côté humain. Et tout ça, ça change quand on parle de l'émotion, quand on parle de comment faire vivre des émotions. Là, quelque part, on rassure les gens, ça c'est clair. On arrive à le faire d'une façon meilleure avec la visio-assistance, mais le client, l'assuré, se sent énormément valorisé parce que ça fait 7 ans hein, que je n'ai pas appelé, j'ai besoin de l'aide maintenant et on les rassure avec une solution augmentée qui est la visio-assistance.
Ouais, eh ben, je te donnerai une autre anecdote qui est assez intéressante. C'est en fait, il y a 3 semaines de ça, j'étais avec mon voisin qui a 80 ans, qui n'est pas un fan d'informatique, hein, vous vous en doutez un peu. Et en fait, un technicien SFR est venu lui changer sa box. Et il était un peu paniqué parce qu'il me disait, c'est bon, le téléphone il marche, la télé marche, mais j'ai plus Internet et je peux plus consulter mes emails. Et je suis allé chez lui, j'ai regardé, les branchements étaient faits, j'ai essayé d'autres branchements, machin, ça marchait pas. Et puis on a dit, c'est pas possible. J'appelle au téléphone, on était un peu énervé parce que le technicien il venait, il me disait, mais pourquoi ça marche pas? Et le mec il me dit, ah attendez, on va faire une petite visio, je vous envoie un lien et vous allez me montrer. Et c'est vrai que j'ai reçu le SMS, j'ai montré le lien et le mec il me dit, ah, ben c'est facile, vous n'avez pas le bon câble. Comment ça, pas le bon câble? Bah oui, parce qu'en fait, quand le mec avait changé la box, il a laissé le câble d'avant et pas le câble nouveau qui était plus compatible avec la nouvelle box. Et donc là, on dit, ah, bah c'est ça. Et donc, on est allé chercher dans la boîte de la nouvelle box, le câble qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à l'autre, mais qui n'était pas le même câble. Et là, tout de suite, ça nous a évité du stress, des incompréhensions, etc. Et ça, on le retrouve aussi dans le domaine de l'assurance mutuelle, ou même dans tous les autres secteurs, entre la visio-assistance programmée et spontanée. Programmée, c'est tiens, on se fait un rendez-vous visio, on fait l'expertise, etc. Là, je suis OK, c'est normal. Si on me dit, tenez, je vais résoudre votre problème tout de suite, et là, immédiatement, on gère le problème, on fait la visio, là, tout de suite, on voit que le score de satisfaction est vraiment beaucoup, beaucoup supérieur avec la vision spontanée par rapport à de la visio programmée. Ton exemple est parfait parce que je pense que ton voisin, il n'aurait pas eu la télé peut-être ou le télécom une semaine et ils ont évité un déplacement. Dans le cadre des assurances, un dégât des eaux, très souvent, ils ont fait les photos en live, ils n'ont pas besoin de faire un déplacement dans quelques semaines. C'est un gain de temps, c'est une satisfaction et c'est une rassurance, ça c'est sûr. Ouais. Ah bah justement, on arrive sur l'autre sujet, le troisième sujet de ce webinaire, c'est l'importance des équipes dans la relation client. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel et c'est ce que nous a dit Enguerrand, que le recrutement, c'était la clé pour créer des émotions positives chez le client. Voilà, et tu as commencé par le rôle, parce que c'est vrai qu'on a échangé là-dessus, tu as dit attention, le rôle, c'est pas d'aider. Et ensuite, tu as mis en place une structure, enfin une méthode pour recruter qui est assez étonnante. Même moi, je voudrais passer ton test. Voilà. Alors, dis-nous tout. Là, j'en profite pour… J'ai vu une question dans le chat qui était hyper intéressante, qui est quand on a un client qui est mécontent, comment on arrive à lui faire passer une émotion? Et moi, pour répondre très rapidement à cette question, parce que c'est les clients mécontents, on en a tout le temps et ça arrive, il ne faut pas aller trop vite. Dans le sens, un client qui est mécontent, on commence par accueillir son stress. Ensuite, on gère son problème. Ensuite, on le rassure. En fait, il y a un processus. Et le client, lui, ses émotions, elles vont changer au fur et à mesure. Et donc, il ne faut pas terminer. Ce n'est pas parce que le client nous appelle que dans la seconde, on va le rendre heureux. Non, non. On accueille son émotion. Lui, son émotion, elle va évoluer au fur et à mesure du temps. Nous, nos opérations, elles vont évoluer parce que sa situation va évoluer. Et à la fin, on peut sortir avec une émotion extrêmement positive. Voilà. Donc, le parcours, c'est il ne faut pas tout de suite vouloir rendre un client heureux et satisfait parce qu'il vous appelle pour vous dire j'ai crevé sur l'autoroute. Mais non, mais il s'en fiche. Lui, il a un problème. Là, il est sur l'autoroute, il faut gérer la crise. Et effectivement, si vous l'appelez 3 jours après, là, il vous dira vous avez super bien géré, merci beaucoup. Et là, on a l'émotion hyper positive. Voilà. Donc, je voulais répondre à cette question qui… Alors, du coup, si je peux compléter, parce que comme tu parles d'incidence, c'est un sujet que je connais bien sur autoroute, l'assistance. Il y a le cran en amont. Il y a les effets de saisonnalité. Là, on est pile poil dedans. Donc, c'est comment tu prépares tes équipes à ce qui va arriver durant l'été. Et durant l'été, il va y arriver les incidents bord de route, les plateaux d'assistance, des personnes qui vont utiliser un véhicule électrique qui sortent de chez eux, qui n'ont jamais utilisé une station de charge. On va avoir la multitude. Donc, c'est comment aussi tu prépares tes équipes quand tu le sais, avec des effets de saisonnalité. L'hiver, c'est les pneus, neige, j'ai pas prévu, etc. Tu as quand même 2-3 événements dans l'année, mais là, si on parle des départs en vacances, et sur les sujets, moi j'ai géré aussi des plateaux d'assistance, c'est hyper important de prendre beaucoup d'attention auprès de nos collaborateurs le matin ou la nuit surtout, parce que c'est souvent aussi la nuit qu'on a les plus gros plates d'assistance, sur l'émotion qu'ils vont se prendre dans les heures qui vont suivre. Donc, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de te dire, Enguerrand, mais il y a juste aussi comment tu ménages tes équipes
sur le long terme dans des périodes qui vont monter en puissance. Et l'autre phénomène que j'ai remarqué depuis un petit moment, c'est que pour le même incident, et c'est humain, hein, si tu es tout seul dans ta voiture, à la limite, tu allais au boulot ou tu allais faire des courses, tu vas plus ou moins gérer ton émotion. Mais alors, s'il y a le conjoint qui est assis à côté, les enfants qui veulent derrière et tous les bagages à sortir du coffre de la voiture au moment où tu pars en vacances, pour le même incident, la dose d'émotion, elle ne va pas être la même. Et c'est comme si tu formes tes équipes à aller dans le respect. Voilà, il faut toujours être respectueux et c'est comment tu vas accueillir ces effets de bord d'une émotion qui aurait été gérée radicalement différemment dans une période où tu n'es pas avec les enfants 35 degrés, le bord de l'autoroute et les bagages derrière. Voilà, si on continue sur ce sujet. La transition, elle est parfaite sur ta question, comment on manage les équipes et on les entraîne pour cette grosse période. C'est justement, moi, j'ai trouvé la solution par le recrutement. En fait, aujourd'hui, tout le monde peut faire du dialogue, tout le monde sait parler à son voisin, tout le monde sait parler à ses proches. Sauf que là, c'est quand même un métier un peu particulier, la relation client. Moi, je parle au niveau support, dans ce que je connais très bien chez Gens de Confiance et La Grande Table. Je cherche quelque chose de très particulier, c'est l'intelligence émotionnelle. Alors, je vais expliquer un peu ce que c'est. Tout le monde a dû entendre parler, l'intelligence des maths, l'intelligence de statistiques. Voilà. Peu importe, le cerveau, il a plusieurs intelligences. L'intelligence émotionnelle, c'est un peu une intelligence intuitive. Ça veut dire qu'elle sait lire, elle sait accueillir et lire le corps, donc le corps de son client, et interpréter, et voire même devancer l'émotion. Donc, c'est-à-dire qu'elle voit une situation, elle sait déjà si l'émotion est positive ou négative. Et donc, ça veut dire que, alors ça c'est l'intelligence émotionnelle, ça c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'expliquer à ses collaborateurs, écoute, tu aurais pu faire un peu attention à lui, tu voyais bien qu'il était stressé. L'avantage avec quelqu'un qui a une intelligence émotionnelle, c'est qu'il le devine tout de suite. Il l'a compris en une fraction de seconde que cette personne-là est stressée. Alors, comment on recrute des gens qui ont ce type d'intelligence? On l'a pas, ou alors on l'a un petit peu et puis on l'a pas assez développé. En tout cas, c'est pas mis en avant dans le milieu scolaire ni dans le milieu académique, l'intelligence émotionnelle. Donc, ça oblige, moi, ça m'a obligé à créer un exercice de recrutement. Donc, chaque candidat qui désire travailler dans notre équipe support passe ce test. Et c'est une série de questions. Et on met la personne dans la situation d'un service client. On imagine bien qu'elle n'a pas les réponses, on imagine bien qu'elle ne connaît pas le produit. Mais ce qui est important pour nous, ce qu'on a envie de voir, c'est sa syntaxe. Et c'est comment elle va… Quels sont les mots qu'elle utilise pour débloquer la personne, même si elle raconte un peu n'importe quoi, parce que je ne sais pas trop comment marche le produit. Mais c'est ça qui est extrêmement important. La deuxième partie aussi qu'on cherche dans ce test, c'est l'orthographe et la syntaxe. Pourquoi? Parce que on en revient toujours, aider quelqu'un, c'est du dialogue. Je ne peux pas aider une personne si je connais 200 mots de vocabulaire ou 300 mots de vocabulaire. Ça va être un peu compliqué. Donc, à ce moment, nous, on a, dans notre test, on a quand même beaucoup d'orthographe et beaucoup de syntaxe, un peu de culture générale, parce que le dialogue nécessite de connaître assez de mots et de bien les maîtriser si on veut que le langage s'emboîte. Voilà. Et donc ça, c'est et le troisième point qu'on teste. Donc là, c'est un peu particulier. C'est donc la personne a fait les tests et quand elle a fini les tests et qu'on pense que on peut aller sur une suite. Là, c'est moi qui lui explique le métier. Je lui dis toutes les galères qu'elle va avoir. Toutes les émotions dont on parlait, la famille sur le bord de l'autoroute à 35 degrés, qui vont lui crier dessus parce qu'ils sont paniqués. Et donc, je lui raconte tout ça. Et à la fin de l'entretien, je lui dis, voilà, maintenant, je t'ai expliqué le métier. Est-ce que tu es d'accord de le faire? Donc, c'est un entretien inversé. C'est plus un candidat qui veut faire ce métier, c'est moi qui va lui demander, est-ce que tu as envie de faire ce métier? Et là, la personne, elle n'est pas obligée de me répondre en 1 seconde, elle peut me répondre dans 24 heures. Mais si la personne elle se dit, oui, je me sens assez fort, j'ai envie de le faire, là, on est bien parti et ça peut être une très, très belle embauche.
Et concernant l'émotion, ben, comment gérer l'émotion? C'est vrai que j'ai pris le temps d'écrire un livre il y a 2 ans maintenant sur l'émotion. Et j'ai tout un chapitre disant que le service client se prend l'émotion du client. Mais en fait, il n'est pas aidant. Dans le sens, c'est pas quelqu'un qui est là pour. C'est pas quelqu'un qui aime aider. C'est plus que ça. Parce que, par exemple, moi je donne toujours l'exemple, vous allez voir votre médecin parce que vous avez mal au genou. Votre médecin, il ne va pas se mettre à essayer de comprendre, enfin, votre mal du genou, il ne va pas se le reporter à lui-même pour voir si vraiment ça fait mal. Non, il reste dans sa posture, il voit bien que vous avez mal au genou, il va essayer de regarder ce qui se passe et il va vous donner une ordonnance pour aller faire une radio. Et vous partez, vous quittez le médecin. Est-ce que ça fait de vous un mauvais médecin? En fait, vous quittez la consultation, vous avez toujours mal au genou. Est-ce que ça fait un mauvais médecin? Non. Non, et pourtant, vous avez toujours mal au genou. Et en fait, c'est ce que j'essaye d'expliquer à mes équipes. Ça veut dire que c'est normal que les gens vous donnent de l'émotion parce que vous êtes des humains, on est dans le dialogue. Je ne vais pas parler à un poteau ni à un arbre. Alors, ça existe. Je sais qu'il y a des disciplines comme ça, on parle à des arbres. Mais là, il parle à un humain. Donc, il vous recrache un peu son émotion, un peu comme un enfant qui recrache son émotion. Mais en fait, ce n'est pas contre vous, c'est juste son émotion qui a besoin de sortir. Et vous allez jouer le rôle du médecin. Vous allez faire l'ordonnance, vous allez prendre la bonne décision et ça fera. Et quand la personne, vous allez raccrocher ou n'importe quoi, la personne ne va pas se dire c'était une mauvaise personne. C'est pas parce que je lui ai crié dessus que c'était un mauvais médecin. C'est pas parce que je suis arrivé en ayant mal au genou que c'est un mauvais médecin. Non, non. En fait, c'est un bon médecin parce qu'il a pris soin de moi. Voilà. Et cerise sur le gâteau, il s'est pris toute mon émotion à la tête. Il n'a rien dit, il a été hyper sympa. Et c'est ça, un super service client. Je pense au top du top du top. C'est réussir à se prendre une énorme émotion stressante et négative sans basculer de sa chaise. Ouais. Et tu disais justement que le rôle du service client n'est pas d'aider, parce que si tu dis que tu as parfois des personnes qui veulent aider, trop aider, et que ce n'est pas forcément l'objectif. C'est d'apporter, comme tu disais, c'est le médecin, il ne va pas aller avec toi te trouver de la solution, il va te faire d'abord un diagnostic, savoir ce qui se passe, et il ne faut pas non plus trop prendre à cœur les choses, quoi. Oui, exactement. Oui. Alors, on prend à cœur pour bien faire les choses. Mais ce n'est pas aider. Ça veut dire que je reviens avec la famille sur le bord de l'autoroute. Et c'est pas la personne ne doit pas paniquer parce qu'il n'y a pas une voiture qui va arriver dans 25 secondes avec assez de place pour toute la famille qui va pouvoir partir en Côte d'Azur. Voilà. Il ne faut pas stresser de ça. En fait, il n'y a pas d'obligation de résultat. Les bonnes, je dirais, les personnes qui sont bien dans le service client, ce sont des personnes qui vont chercher, bien entendu, le résultat, mais qui ont plutôt compris que c'est une obligation de moyens. On fait tout ce qu'on peut, mais on n'a pas d'obligation de résultat et personne ne vous en voudra parce qu'il n'y a pas le bon résultat. En fait, l'émotion, elle est hyper positive à partir du moment où on sent qu'on est pris en charge. Maintenant, j'étais parti en Mercedes et ma voiture est casse et puis je termine en Twingo. C'est pas grave. Voilà. C'est ça. Ok. Alors justement, tu parlais d'une notion qui est importante, Charles, c'était l'empathie. Ouais, intéressant la séquence juste avant parce que on parlait de embaucher, pas pour des compétences, mais plutôt pour arriver à comprendre les gens, l'intelligence émotionnelle. Mais est-ce que ça s'apprend? Comment on fait? On peut apprendre à avoir des compétences. Comment on apprend ça? Alors, le souhait, c'est déjà de dire, bon, pourquoi c'est important? Et ce qu'on voit, c'est plutôt intéressant, c'est 96% des clients estiment que l'empathie est essentielle. Le problème, c'est seulement 3% des agents européens les plus performants citent que l'empathie comme une de leurs forces principales. Alors, clairement, ce n'est pas Enguerrand qui les a embauchés, mais il y a un gros écart où on doit prioriser ça, mais on ne sait pas trop faire. Et attention, parce qu'il y a une différence entre être sympathique et avoir de l'empathie. Alors, ce qu'on voulait faire, on vous donne 5 choses que vous pouvez mettre en place cet après-midi.
Le premier, très simple, et ça ne marche pas dans tous les domaines d'activité, c'est juste citer le prénom des gens. Il y a un aspect psychologique sur ça. Quand on a des interactions avec nos clients, ils sont stressés, ils sont en colère, quoi que ce soit, c'est un client depuis une longue date, utiliser son prénom est important. En deux, le mirroring, c'est marrant, hein, on reste des humains. Si la personne fait des choses un peu comme moi, et là on voit dans la photo Brad Pitt, j'ai une interview avec Brad Pitt, qu'est-ce que je fais? Du mirroring, et potentiellement, que ce soit Brad Pitt ou pas ton client, il y a cette capacité de créer du lien. En trois, c'est de dire oui, c'est notre faute. Je vis en France et je suis plutôt profondément choqué par le nombre de fois que c'est pas leur faute. Ils ont il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu plein de choses. Mais moi, je suis le client, c'est pas mon problème. Alors déjà, dire oui, on est responsable, c'est notre faute, c'est déjà le numéro 3. Il y a un grand écart actuellement et on doit être meilleur à ça. En 4, c'est les clients recherchent, ils veulent se sentir proches de vous. Alors, c'est surprenant. Et parfois, c'est aussi le choix d'une marque. On parle de valeur, on parle d'entreprise à mission. Ces choses sont de plus en plus importantes dans l'avenir. Et ce choix, je sens que cette marque, je me reconnais dans cette marque. En 5, c'est, Estelle parlait de ça avant, la peur. Ils viennent vers nous dans des moments un peu complexes. Ils ont un peu peur. C'est quand même important de démontrer cette expertise. Alors, ce que Estelle était en train de mettre en place avec son lab, avec son équipe, c'est essentiel. On doit créer ce moment, on doit se sentir valorisé, mais aussi on veut parler à un expert. Nous, on ne sait pas. J'attends 7 ans pour appeler parce que j'ai un problème. Je veux parler à un expert. Ne me fais pas tourner en rond à parler à plein de gens qui ne savent pas et qui ne sont même pas empathiques. Alors là, c'est essentiel, ces 5 trucs, vous pouvez tous les faire, c'est hyper facile. À vous de jouer. Ouais. Alors par contre, il y a des moments d'émotions assez fortes. Et là, comme tu l'as légèrement évoqué tout à l'heure, Estelle, il faut aider les équipes à gérer les émotions des clients. Et là tu peux nous parler à la fois de choses assez concrètes, mais également l'usage des neurosciences et de la sophrologie pour aider les collaborateurs à gérer les émotions et à mieux accepter les émotions des autres. Oui, c'est vrai que je rejoins pleinement tout ce qui a été dit depuis un petit moment. Moi, ça faisait, je sais pas, moi, 8 ou 9 ans maintenant où je suis vraiment convaincue des processus de symétrie des attentions et de la reconnaissance également et du respect qu'on doit avoir pour nos collaborateurs autant que pour nos clients. Donc ça, je pense que c'est fondamental. Je rejoins le sujet de l'intelligence émotionnelle. C'est vrai que moi, je me suis certifiée il y a maintenant 15 ans de ça, déjà pour mieux comprendre à la base les interactions et pourquoi on avait des collaborateurs qui allaient jusqu'à la souffrance de leur métier, ce qui, moi, en tous les cas, je suis très empathique, ça me peine de voir quelqu'un le matin qui n'a pas l'envie et la joie. Le sujet du plaisir, si on n'en a pas beaucoup parlé, mais le plaisir d'avoir chaque jour un jour différent et riche en surprises, ça peut être de tout ordre, des surprises positives comme des surprises négatives. Et je pense que si on a des équipes qui sont alignées aussi avec ces sentiments, on a une énergie, on parle d'effet de symétrie qui va être encore plus démultiplié pour pouvoir accompagner au mieux, mais c'est surtout, je pense, la chance qu'on a d'avoir un métier de relation. On a aujourd'hui beaucoup de vocabulaire, on en a parlé avec Frédéric il y a quelques temps, le vocabulaire divers et varié. Alors maintenant, on se perd un peu dans ce qu'on fait de l'expérience client, est-ce qu'on fait de la satisfaction client, est-ce qu'on fait de la qualité client. Et moi, quand je suis rentrée dans le métier il y a bien longtemps maintenant, le premier terme qui a été utilisé très longtemps, c'était relation client. Et je pense que voilà, le sujet, c'est de revenir aussi à la relation client. Et tous les autres sujets découleront après. Mais l'émotion de nos collaborateurs et tous ces sujets de mieux se comprendre, moi j'utilise différentes méthodes de mes équipes, c'est aussi de se comprendre les uns et les autres, dans le positif comme dans le négatif, déjà au sein de l'équipe, pour ensuite rayonner avec les interactions qu'on peut avoir au niveau d'autres départements et de nos clients. Donc j'espère avoir répondu à la question, mais c'est vrai que concrètement, moi j'ai mis en place des différents prix, enfin, on a plein de sujets, mais je trouve que le plus beau, la plus belle reconnaissance de nos équipes, c'est les remerciements et les sourires de nos clients. Alors, tu as aussi travaillé
sur le côté, comment dire, coaching positif Oui. et éviter le syndrome à la française que Charles connaît assez peu, qui est mettre le doigt sur les 1% qui ne vont pas dans une conversation téléphonique, une interaction avec un client. C'est vrai tu as aussi ces sujets de mode divers et variés avec, il y a eu les QS, alors à un moment on parlait en taux d'abandon, après on parlait en taux d'appel, etc. Enfin, je veux dire, je pense que pour revenir à ce que tu disais, le doigt, on parle systématiquement la même chose, mais la différence c'est le vocabulaire qu'on utilise. Mais cette notion de vocabulaire, elle ne va pas résonner de la même manière chez nos collaborateurs en fonction de sa typologie. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissez la méthode DISC avec les rouges, les bleus, les jaunes, les verts. Quelqu'un qui est vert, il ne va pas raisonner de la même manière que quelqu'un qui est rouge à qui tu diras tu as perdu 2% d'appel. C'est toutes des choses qu'il faut comprendre au sein de son équipe. Les sujets également, je pense, de style. Vous avez des collaborateurs qui sont plus kinesthésiques, d'autres qui sont plus auditifs. Je pense qu'un bon manager dans notre métier, c'est aussi celui qui va savoir concilier et faire travailler ensemble l'équipe pour aller chercher la meilleure synergie et être systématiquement également dans une solidarité. C'est des métiers, on est quand même dans des métiers qui sont difficiles en charge d'émotions. Donc, l'esprit d'équipe aussi, pour moi, est très important. Moi, je me considère plus comme un leader que comme un directeur et à mon niveau de poste aujourd'hui, je veille systématiquement à continuer à faire ce que j'appelle l'hélicoptère et d'aller prendre la dose d'émotion qui va bien pour mieux comprendre les décisions. Si tu perds ce fil-là, je pense que tu ne peux pas être sur la longueur et on court un marathon. Ouais. Et c'est vrai que tu travailles également aussi sur cette partie un petit peu gestion des équipes, à la fois pour le présentiel, mais également le télétravail. Tu disais que quand on est à la maison, on est au service client, on a beaucoup d'émotions qui arrivent et il faut essayer d'aider les collaborateurs à faire le point entre OK, j'étais au bureau, j'étais en train de travailler, mais je n'étais pas au bureau, et ensuite je reviens sur ma vie perso. C'est séparer un espace, savoir faire une différence entre les deux et gérer de manière concrète. Moi, je leur conseille souvent de trouver le petit tips qui va leur aller. Et ça peut être, pour ceux qui travaillent dans leur cuisine ou dans leur salle à manger, ce petit moment du cérémonial de j'installe et je défais mon matériel, à aller faire le tour du quartier ou s'accorder un rituel de déconnexion. Le télétravail est un sujet quand même qui fait qu'on a de l'isolement aussi de la part de nos collaborateurs sur lequel il faut être extrêmement vigilant. Et la difficulté de dire le retour au travail et de dire vous revenez au travail, mais finalement c'est pour une réunion où il n'y a pas de nouveau d'interaction, je ne pense pas que ça soit non plus la bonne solution. Donc, c'est compliqué parce que chaque organisation a mis en place des processus et des réglementations différentes, mais si on en revient au bien-être des personnes qui gèrent les émotions de nos clients, il faut aussi leur permettre d'avoir des clés de rituel pour se préserver après des semaines qui peuvent être intenses. Donc voilà, le petit tips, petit cérémonial, aller faire un tour de quartier ou s'accorder quelques pages de lecture et pas replonger immédiatement. Et c'est pas toujours facile en fonction de son organisation. Mais c'est de se trouver son petit moment de câlinothérapie avant de repasser sur sa vie. Le pro et le perso aujourd'hui sont intimement mêlés avec le télétravail. C'est vrai que lors de la préparation, tu m'as donné 4-5 types. Ouais. Il y avait des gens qui me disaient qu'ils étaient sensibles à l'écriture. Et oui. Pour eux, il fallait écrire sur un cahier les choses, ses émotions de la journée, le remballer, fermer son cahier pour fermer ses émotions et ensuite repasser à autre chose. Il est là. Ça, c'est mon tips à moi. Alors, en plus, vous voyez, j'ai fait exprès d'utiliser un carnet avec marqué Renault Group dessus. Comme ça, je ne peux pas me tromper avec celui de la vie perso. Hein, c'est bien celui du boulot. Déjà, pour décharger mon émotion, moi, c'est mon tips à moi. Et puis, c'est surtout, on a une mémoire très volatile. Et c'est bien, par moment, de revenir également sur quelques notes. En tous les cas, moi, c'est mon astuce pour pouvoir aller finalement s'apporter une petite fierté des parcours qui peuvent être parfois compliqués dans la résolution. Et on oublie vite de se dire « Ah, mais oui, d'où on est parti, vers où on est arrivé ?» Et je trouve d'avoir quelques notes. Mais voilà, c'est parce que moi, j'ai cette méthode-là pour moi, mais ça peut être d'autres méthodes. Mais c'est vrai que écrire, et je reviens sur l'importance de l'écriture, moi, je lis beaucoup et j'écris,
c'est un vrai sujet aussi, et le plaisir de l'écriture, et moi je le fais au stylo, alors avant je le faisais en mémo, mais je trouve qu'on perd quand même aussi cette relation avec le papier, avec la plume, quand on a une émotion, qu'elle soit négative ou positive, on a plus la facilité aussi à écrire, parce que depuis l'enfance, quand on écrit des cartes postales, quand on écrit des vœux, on écrit des choses positives. Et on n'a pas dans l'éducation non plus ce rituel d'écrire des choses négatives. Alors que ça fait énormément de bien aussi de les écrire, même si c'est pour soi-même. Ouais. Tu me disais que pour les gens qui sont plutôt auditives, tu leur conseillais de mettre une chanson pour début, fin. C'est vrai que moi, ça m'arrivait que, des fois de mettre une chanson super motivante, tac, avant de faire quelque chose, ou me lancer quand je fais un gros exposé. Puis à la fin de la journée, j'aime bien des fois mettre un truc un peu plus cool, un peu plus sensible pour faire cette petite transition rapide, quoi. Et ça peut être très marrant dans des team building de connaître les tips des uns et des autres. Et quand tu découvres parfois les chansons, ça peut être aussi une petite source d'amusement au sein d'une équipe. Ouais, je trouve que le choix de la chanson, mais tu vas peut-être nous dire quelle chanson tu mets quand tu veux te booster en énergie. Alors, je mets plutôt du rock ou du hard rock. Et quand je suis plus calme, là, actuellement, je suis dans ma période Charles Aznavour. Donc, tu vois, ça descend un petit peu. Alors, dans la préparation, tu as montré quelques petits exercices. Est-ce que tu pourrais nous parler des exercices de sophrologie qui permettent en fait de faire redescendre la pression, redescendre les émotions? Je pense qu'Enguerrand peut aussi participer à ce genre de tips. Moi, alors plus je suis Women Network et j'ai un sujet où ça m'arrive d'animer des ateliers également pour les femmes sur les prises de parole. Et il y a un sujet qui revient souvent. Alors, je dis les femmes parce que c'est elles qui souvent me font part de cette gêne qu'elles peuvent avoir, même s'il n'y a pas forcément d'interaction visuelle, mais avec les vidéos, c'est le fait de commencer à rougir. Je vais commencer à retirer mes cheveux. Voilà. Ça, c'est un vrai sujet, c'est que quand on a l'émotion qui monte, alors déjà, la posture, elle est importante. Moi, je dis toujours à mes collaborateurs, ouvrez les épaules pour libérer de l'air. Mais souvent, le sujet de commencer à rougir au niveau du col, puis là, ça monte. Puis alors, quand tu as le feu qui arrive aux joues, là, tu en perds l'attention de ton cerveau parce que tu es en train de bouillonner et tu te dis, ah là là, la personne, elle est en train de voir que je suis en train. Moi, j'ai déjà, la posture, hein, prendre de l'air, ça c'est important, mais c'est de se pincer très très fort les oreilles. Alors Frédéric, je lui avais fait essayer, tu verras, t'essayes, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'essayer. Alors, je n'ai pas eu suffisamment de stress, mais oui. C'est le fait d'aller chasser le sang qui est en train de monter là, au visage et qui fait qu'on est en train de bouillir et qu'on est très gêné de se voir toute rouge ou de sentir un effet désagréable. Et c'est vrai d'aller se pincer très très fort les lèvres des oreilles. En fait, la chaleur, la sensation de chaleur va partir dans les oreilles. On cache un petit peu les oreilles, voilà, etc. Et tout de suite, on se sent mieux. Et de pouvoir reprendre le fil calmement, sans avoir en plus à penser à la gestion de son apparence physique au moment où on est en train d'avoir un échange qui peut parfois être compliqué. Voilà, ce genre de petits tips. Au niveau des poignets, voilà, d'aller effectivement se masser au niveau de l'émotion, de ressentir au niveau du ventre, enfin de bien se repositionner droit. Et c'est vrai que moi, je suis assez libre sur la position. Si la personne elle est plus à l'aise pour avoir un échange téléphonique ou autre en étant debout, qu'elle se lève. Enfin, voilà, tous ces sujets d'ancrage pour être le mieux possible aussi dans son corps pour gérer en fait la charge émotionnelle. Ça, c'est hyper important. Donc, s'il faut se lever pour faire remonter la tension et diminuer les tensions, il n'y a pas de sujet. Vraiment, il faut être libre à chacun. Il faut que la personne trouve son petit tips personnel. Les deux, trois sujets qui reviennent souvent, moi, c'est le chaud là, quand on commence à se sentir un peu Heidi, et le sujet où tu vois les collaborateurs, là, ils sont les coudes en avant, les épaules ont complètement refermé, du coup, ils sont en apnée, ils n'arrivent plus à respirer, ils essayent de parler vite, et voilà. Et tu as un sentiment aussi corporel d'essoufflement. Ouais, et puis le petit point, comme disaient les hommes politiques, parfois qui se massent ici le canal carpien. Voilà, où on va tourner les poignets. Il faut trouver, donc il faut s'entraîner. C'est comme pour tout, c'est comme pour la prise de parole en public. Moi, je leur conseille, voilà, vous entraînez, vous simulez, et vous allez chercher en fait la posture qui vous fait du bien. Ouais. L'autre point, tu disais qu'il faut travailler un petit peu comme on disait l'onboarding des collaborateurs, et tu avais un exemple d'une personne que tu connais très bien qui a été embauchée dans une entreprise américaine avec un onboarding collaborateur où on se sent vraiment accueilli et on se sent accompagné. Ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, on n'a pas eu l'occasion, mais ça va faire le fil avec le recrutement des équipes d'Enguerrand. C'est une fois que tu arrives, comment tu gères l'intégration de tes collaborateurs.
l'immersion totale. Moi, je crois beaucoup aussi dans les vies ma vie, quel que soit le niveau de poste et l'intégration des équipes. Et pas de le faire une seule fois quand on arrive dans le onboarding, c'est de le faire aussi régulièrement. Les sujets c'est peut-être, ça peut paraître désuet, mais les sujets de bouclettes sur comment ça marche dans l'entreprise, et ça peut être aussi bien sur les sites. Moi, je suis arrivée chez Renault, c'est monstrueux, hein, les sites Renault. Mais quand on te dit qu'il faut aller au TCR, déjà, il faut comprendre que le TCR, c'est le technocentre, c'est Guyancourt, c'est 11 000 personnes, comment on y rentre. Enfin, c'est toutes des sources aussi quand tu intègres une entreprise qui peuvent être extrêmement stressantes. Donc, les petits books. Le système aussi d'avoir un parrain ou une marraine. Et alors, le sujet, on en a rapidement parlé tout à l'heure, le vocabulaire des entreprises. C'est un vrai sujet d'énergie consommée par des collaborateurs qui intègrent une entreprise, de comprendre le vocabulaire. Donc, genre, ça aussi, ça peut être un sujet dans les kits d'onboarding. Alors, on n'arrivera pas systématiquement à faire corriger les lapsus de vocabulaire, mais déjà de donner les abréviations en amont de l'intégration, ça facilite quand même la compréhension quand on demande à quelqu'un d'intégrer une société. Voilà, donc ça, c'est des sujets aussi. Et j'en reviens dans ce que je disais tout à l'heure sur la création d'un parcours. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir partir de zéro et monter une équipe. Mais la création du parcours de mes équipes, je l'ai pensé en même temps que la création des parcours de mes produits et de mes services. Sinon, tu ne peux pas à un moment plus être en synergie non plus sur cette attention. C'est vrai que c'est important de se sentir accueilli, et quand tu arrives, tu es boosté. Tu disais qu'on avait échangé qu'il y a une personne qui arrivait chez un grand parc d'attractions français, et sur WhatsApp, il y avait un message: on vous attend, il y avait des emails, voici des trucs à faire. Des trucs avec deux oreilles comme ça, là. Ouais, pour ne pas le nommer, mais que c'était, tu te sens, t'es boosté, t'arrives, t'es boosté, ouais, je vais y aller, ils m'attendent. Et c'est vrai que moi, j'avais comme ça une directrice qui, le jour où je suis arrivé dans la boîte, elle m'a dit: ah, je suis vraiment content que tu sois là, tu vas apporter des choses super positives à l'entreprise, ça va être génial. Et quand tu arrives, tu dis: ah, waouh, je suis vachement accueilli, et ça fait toute la différence. Et Charles en parlait avec le prénom et avec on t'attend. Exactement. Alors, comme on est un peu en retard, je vais aller assez vite sur la suite. Donc, en fait, j'avais un autre exemple que je vous inviterai à regarder en vidéo avec Soliazar, qui justement a mis en place un programme qui est super intéressant sur la gestion des émotions, que vous pouvez consulter tranquillement, où on fait entrer la voix du client via les enquêtes de satisfaction, en l'occurrence avec Eloquent. Et donc, en fait, on détecte en fait ce qui génère des émotions positives et négatives chez les clients. Il faut en fait de la formation à la détection des émotions propres, ses propres émotions et les émotions des autres, qui sont faites par des spécialistes. Ensuite, ils ont mis en place ce que j'aime beaucoup, c'est les 45 fiches émotions au moment clé des parcours clients. Quand, par exemple, une personne achète une moto et qui vient chez eux pour chercher une assurance plutôt, et ben en fait, au téléphone, le conseiller doit être un focus sur: ah, vous avez acheté une moto, mais c'est quelle couleur? Qu'est-ce que vous allez faire avec? Ah, qu'est-ce que vous aviez auparavant comme moto, etc. Donc, vraiment être en résonance émotionnelle avec les personnes et poser pas juste des questions techniques, mais des questions qui vont faire dégager de l'émotion. Et ça fait la différence dans un secteur d'activité comme l'assurance, où les produits sont tous similaires. Ils ont également fait, comme tu le disais, appel à un sophrologue et un coach vocal. Le sophrologue pour justement leur expliquer les positions, la saturation des émotions avec de la musique, on pense à autre chose, ou le coach vocal pour, comme tu disais, dégager la voix, essayer d'écarter un peu les épaules, essayer de travailler sa voix. Et il y a eu quelques remontées là-dessus qui disaient: mais waouh, ça fait vraiment la différence. L'autre point que je voulais parler, c'était les neurosciences. Tu en as parlé un tout petit peu. Donc, on a Marc Van Dremenen qui a fait avec nous plusieurs webinaires, dont le dernier qui date il y a à peu près 15 jours. Et c'est vrai qu'ils ont marqué en fait ils ont parlé en fait des émotions négatives, avec parfois en fait des collaborateurs qui n'osent pas parler de produits et des clients qui ne sont pas là pour entendre parler de discours autres que leurs besoins. Et ils nous expliquent là-dedans comment en fait on peut faire évoluer ces mentalités-là en travaillant sur la partie neurosciences. Mais ça, je vous laisserai regarder tranquillement. Le dernier point, et là vraiment on va essayer de finir assez rapidement, c'était émotion IA. Donc la question c'était: est-ce que l'IA peut nous aider à gérer les émotions? Et c'est vrai que là je vous ai mis un exemple de coaching qui sont faits avec de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on prend une conversation téléphonique, on va utiliser un prompt qui utilise les neurosciences pour analyser les points de synchronisation, les moments de décrochage, les mots-clés, avec des suggestions
de formulation. À la fin, bien sûr, un petit coaching en disant « Oui, Fred, tu as bien réussi à faire ceci, bien réussi à faire cela, mais pas réussi à faire cela. » Donc, moi, la question que j'aimerais bien vous poser à tous les trois, c'est est-ce que l'IA va nous permettre de mieux gérer les émotions des clients? Ou au contraire, ça sera toujours le monopole des collaborateurs pour faire vivre une émotion positive à un client? Alors, je ne sais pas qui veut évoquer le sujet, parce que nous, à chaque fois que moi j'ai montré ce prompt-là avec l'analyse, les gens disaient « Ah, waouh, c'est vrai que ça permettrait aux collaborateurs et aux superviseurs d'avoir une vision un peu plus large que son analyse à lui et détecter où il y a eu un point de rupture dans la conversation. » Alors, de votre côté, vous en pensez quoi? Moi, j'ai commencé à aborder tout à l'heure le sujet avec la simulation immersive et la réalité augmentée, mais je reste quand même sur l'humain, définitivement. Je pense que l'IA, et je l'utilise énormément dans beaucoup de choses, mais là, si on parle vraiment de rechercher l'excellence opérationnelle, pour moi, c'est de l'humain. Mais en utilisant les outils qui sont aujourd'hui formidables, qui sont mis à notre disposition pour libérer du temps et de l'attention sur l'essentiel qui est la relation humaine. Okay. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des outils d'analyse de plus en plus poussés. Et moi, j'en parlais tout à l'heure dans les simulations immersives. Mais pour avoir fait l'expérimentation, et je suis revenue en arrière sur le POC que j'avais créé avec le méta, pur méta, avec mes collaborateurs en avatar il y a maintenant 3 ans, je suis revenue en arrière. D'accord. OK. À ce moment-là, on va peut-être passer à la conclusion, mon cher Charles. Pour toi, qu'est-ce qu'il fallait retenir de ce webinaire? Je crois que tu as fait un petit… Non, plein de choses. On a le sentiment qu'on veut re-regarder tout de suite, quasiment. Bonne nouvelle, vous allez recevoir un mail dans 45 minutes. Vous pouvez re-regarder ça. Mais si j'avais fait un résumé très, très rapide, parce qu'il y a trop de choses assez sympas qui ont été dites pendant ce moment. L'émotion ne se décrée pas, elle se conçoit dans le parcours. L'émotion qui fidélise ne sont pas les plus spectaculaires. On parlait de respecter les gens et les valoriser. L'expérience client dépend directement de l'expérience collaborateur. On a beaucoup parlé de ça. On l'oublie, il ne faut pas l'oublier, il faut faire un effort, les mêmes efforts. Et pour finir, tu bouges un slide. Alors, la différenciation vient de la cohérence entre promesse, design et exécution. On parle du beau et ça reste important. Ok. Alors, est-ce qu'on prend une dernière question et ensuite on vous libère? Donc, Frédéric, moi j'ai vu une question qui venait souvent dans le chat. Ouais. En fait, il y a plein de canaux dans les services clients, dans les relations clients. Il y a plein de canaux. Et on parle là de chatbot ou d'agents conversationnels. Il existe le téléphone, il existe le mail, il existe des tas de choses. Et la question qui revenait souvent, c'est est-ce qu'on peut mettre de l'émotion partout, dans tous les canaux? La réponse, c'est que non. En fait, tous les canaux, on le voit bien, un ami, on préfère être face à face avec lui ou peut-être l'avoir au téléphone. Et puis, quand on s'envoie des trucs, on passe d'autres émotions. Donc, non. Enfin, la réponse, c'est qu'on peut passer des émotions dans certains canaux, mais pas tous ou pas des grosses quantités. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop s'embêter. On se dit, j'ai ce canal-là, il est limité en émotion. Par contre, je peux en ouvrir un autre qui est super fort en émotion au cas où. Voilà, on peut un peu planquer, le mettre à certains moments. Mais il ne faut pas trop se prendre la tête. On ne fera pas tout dans un petit agent conversationnel. Non, on ne fera qu'une partie de l'émotion. Non, mais c'est vrai, comme tu l'as dit, le téléphone, tu ne peux pas le mettre partout sur ton site et dire appelez-moi tout de suite, surtout quand tu as un service comme le tien qui a un gros volume de demandes et pas mal d'interactions que peuvent poser les clients. Parfois, il vaut mieux accepter d'avoir un bot ou une FAQ interactive ou quelque chose qui va un peu plus automatiser. Et ensuite, à l'inverse, comme tu disais, des fois, il faut décrocher son téléphone, discuter avec les personnes quand c'est vraiment important. Et là, tu vas vraiment créer de l'émotion parce que tout le monde ne veut pas avoir quelqu'un au téléphone. Il veut surtout avoir une réponse à sa question. C'est le plus important. OK. Alors, est-ce qu'il y aura un petit mot de la fin que s'il y avait parce que je pense qu'on a débordé un peu, s'il y avait juste une question en fait ou une chose à retenir de cet événement-là et de notre interaction, Estelle, qu'est-ce que toi tu dirais la première chose à faire ou qu'est-ce que tu dirais, voilà, une personne qui dit ouais, je veux intégrer les émotions dans ma relation client, je veux faire la différence. Comment je peux intégrer un petit peu de magie dans ma relation client? Ça serait quoi? Je lui dirais d'écouter sa petite voix intérieure
et de suivre son ressenti, ouais, d'aller chercher les réponses également par son intuition. D'accord. Et toi, Enguerrand? Ouais, moi, je dirais, amusez-vous à faire des tests d'intelligence émotionnelle, déjà pour confirmer que vous l'avez bien et valorisez-le à mort. Et je dirais, c'est ce que si vous êtes dans une boîte, embauché dans une boîte et que vous avez cette intelligence émotionnelle, bah là, bravo, quoi. Ils ont énormément de chances de vous avoir avec vous. Et toi, Charles? Ouais, je pense qu'on a ce besoin de prioriser les émotions. On peut réussir des belles choses. Parfois, ça paraît un peu opaque, mais je pense que ce que j'ai entendu avec Estelle et Guérand, c'est tout à fait possible de faire des petites choses très vite qui permet de faire la différence et rendre ces interactions parfois difficiles un peu meilleures. Ok. Bah, en tout cas, merci à tous. Désolé d'avoir un petit peu débordé sur le timing. Merci pour vos questions. Et on vous donne rendez-vous à la rentrée. On va parler, nous, de côté Eloquent, le 24 septembre, d'un webinaire dédié sur le Love Score, qu'on va calculer l'attachement à une marque au-delà de la simple satisfaction. Et toi, Charles, c'est quoi les prochains rendez-vous de la rentrée? Bah, comme beaucoup de gens, c'est les vacances, mais j'invite tout le monde d'aller sur notre blog parce qu'on parlait de l'empathie et on a un super article sur la science et l'empathie. Je pense que tout le monde va prendre plaisir de lire ça et je souhaite à tout le monde des bonnes vacances. Ah, ok. Merci à tous et merci à tous nos intervenants et merci à ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. À bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.